Bonjour à tous. Dans ce quatrième chapitre, on va essayer de voir deux types de MEMS qui sont de même type de transduction, à savoir la transduction piézo-résistive, pour pouvoir bien compacter ce chapitre-là. Donc, on va aujourd'hui voir le capteur de pression piézo-résistif. Et comme on l'a dit dans le début de ce cours, on avait dit que les MEMS sont des composants très très complexes. Ils sont multi-technologiques. Il y a dedans une partie mécanique, une partie thermique, une partie électronique. Il y a vraiment beaucoup de phénomènes physiques qui se mêlent dans un même composant qui est le MEMS. Et bien sûr, puisque le MEMS est un composant multitechnologique, il nécessite une modélisation multiphysique. Et cette modélisation multiphysique, comme on l'a dit, elle est problématique. Pourquoi? Parce que modéliser ou bien traiter plusieurs modèles à plusieurs niveaux d'abstraction, c'est pas toujours simple. Donc, on va voir que par exemple dans la partie mécanique, elle ne peut être que décrite par des équations différentielles partielles, alors que par exemple la partie électrique, un schéma fonctionnel permet de rendre compte avec une très bonne précision du comportement électrique du capteur. La partie thermique, elle est un peu entre les deux. Ça demande une modélisation analytique. Il faut élaborer un modèle analytique. Bien sûr, il y a toujours le modèle différentiel à équation différentielle, mais la résolution de ce type de modèle coûte cher en termes de temps de calcul et de capacité de calcul. Et les outils de modélisation orientés à un seul niveau d'abstraction, comme par exemple ANSYS, qui est un simulateur ou bien un outil CAO qui utilise la méthode des éléments finis pour la résolution des problèmes, mais il demande une grande puissance de calcul et ça demande un bon temps de calcul aussi. Donc on va essayer de voir comment on peut utiliser une modélisation physique ou bien multiphysique à plusieurs niveaux d'abstraction. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va attaquer le capteur de pression piézo-résistif. C'est un capteur dont le principe de fonctionnement est simple. C'est une membrane micro-usinée. Donc nous avons ici une membrane de quelques millimètres de côté, ça peut être 1 mm ou 2 mm de côté ici, la longueur de la membrane, usinée dans un wafer de silicium. Et sur la surface de cette membrane, on va implanter des jauges piézo-résistives, des piézo-résistances, le gris clair ici. Et s'il y a une pression qui serait appliquée à cette membrane, qui va être s'il y a une pression qui va être appliquée à cette membrane qui serait différente de la pression ambiante, on va voir cette membrane qui va fléchir ou bien vers le haut ou bien vers le bas. Et cette déformation de la contrainte, de la membrane, elle va créer des contraintes à l'intérieur de ce matériau-là. Et ces contraintes-là, ils vont faire changer tout simplement la résistivité et du coup la résistance électrique de ces jauges-là, de ces piézo-résistances. Et si on monte ces résistances dans un schéma potentiométrique ou bien dans un schéma en pont de Wheatstone, on va pouvoir détecter une différence de potentiel qui serait proportionnelle
à la pression qui a été appliquée ici, ou bien à la différence de pression entre cette pression-là et la pression ambiante. Donc c'est un capteur de pression différentielle. Le principe, il est simple, mais comme on l'a dit au cours, pour élaborer l'équation euh, d'un capteur, ben, il faut connaître tous les phénomènes physiques qui interviennent. Donc là, pour pouvoir mesurer ou bien pour pouvoir tirer l'expression de Vs, qui est la tension de sortie de ce pont de Wheatstone en fonction de P, eh bien il faut savoir, ou bien il faut connaître la relation entre V et delta R. Et il faut aussi connaître la relation entre delta R et la contrainte qui est appliquée ici. On la connaît, c'est l'équation de Smith. Mais il faut aussi connaître la relation qu'il y a entre ces contraintes-là et la déformation. Et il faut aussi connaître la relation entre cette déformation et la pression qui a été appliquée. Donc, application d'une pression induit une déformation. La déformation induit des contraintes. Les contraintes, ils induisent une différence de résistance. La différence, ou bien la variation de résistance, va nous donner une tension de sortie. Donc, nous avons plusieurs niveaux qu'il faut modéliser. Donc ça, c'est le principe sur lequel on a parlé. Donc on a dit qu'il y a une partie mécanique, une partie physique et une partie électrique. Bon, la partie physique, on entend parler, on veut parler sur, bien, on fait allusion à la partie thermique, parce que la température influe beaucoup sur les semi-conducteurs. Et nous, on cherche à avoir un capteur de pression et non pas un capteur de température. Donc pour nous, la température serait une grandeur influente qui va changer la réponse de ce capteur. Donc il faut bien prendre compte de l'effet de la température. Donc voilà notre modèle mécanique de la membrane. Donc nous avons une membrane carrée qui a une surface et qui a une épaisseur H. Si on veut modéliser ça avec l'équation de Lagrange, en utilisant la théorie des plaques minces, ben, il faut considérer que la membrane, ou bien que l'épaisseur de la membrane, elle est très petite devant sa longueur et sa largeur. Ou bien H est très, très petit devant le côté A et B de la membrane. Donc c'est une plaque mince. On peut appliquer la théorie des plaques minces et utiliser l'équation de Lagrange pour pouvoir mesurer la déflexion W en tout point x, y de cette surface. Donc c'est un modèle bidimensionnel. On cherche à mesurer la déflexion de cette membrane sous l'effet d'une pression. Donc on va utiliser cette équation-là, cette équation différentielle à dérivée partielle. On veut mesurer W, x, y, ça veut dire la déflexion en tout point x, y de la membrane en fonction de la pression appliquée P ou bien de la pression différentielle. De la pression différentielle. Donc D, alpha SI, c'est des constantes. Alpha SI, c'est, je pense, c'est la constante d'anisotropie. Et D, je ne me rappelle plus, je pense que c'est un paramètre de rigidité, je pense. Alpha SI, son expression, elle est là, c'est nu, qui est le coefficient de Poisson, plus 2G, facteur de jauge, fois 1 moins nu au carré sur Y. Y, c'est le module de Youn. Et D, c'est Y fois H3 sur 12 fois 1 moins nu au carré.
pour résoudre un système, ou bien pour résoudre une équation différentielle, ben, il faut connaître les conditions initiales ou bien les conditions au bord là, parce qu'il s'agit d'une équation qui est pour le moment indépendante du temps. Ben, on n'a pas de conditions initiales, mais on a les conditions au bord. Parce que nous, on rappelle, on cherche à définir W en tout point X, Y, c'est-à-dire connaître la valeur de la déflexion W dans toute la surface, dans chaque point. Ça va être quoi, combien. Et pour résoudre ça numériquement, ben, il faut naturellement connaître les conditions initiales, ou bien au moins les conditions au bord. Et puisque c'est une membrane qui va être encastrée, vous voyez les petits tirets ici, qui sont hachurés ici, ça veut dire que cette membrane est parfaitement encastrée. Et si une membrane est parfaitement encastrée, ou bien si les bords de la membrane sont parfaitement encastrés, ça veut dire que là, à l'endroit de l'encastrement, ben, la déflexion serait tout naturellement nulle. Sinon, la membrane se détacherait de son encastrement. Donc, les conditions initiales, c'est des conditions de Dirichlet, et qui veulent dire que la déflexion au bord, lorsque x est égal à plus ou moins a sur 2, x c'est ici, hein, lorsque x est égal ou bien a sur 2, hein, l'origine c'est le 0 ici, a sur 2 ou bien moins a sur 2, quel que soit y, hein, puisque x est égal ici, quel que soit y, ça veut dire quel que soit y, ben, on va avoir une déflexion qui serait nulle. Et pour y égale à plus ou moins b sur 2, quel que soit x, la déflexion serait nulle. Et ici on a des conditions de Newman sur la dérivée. La variation au bord, elle est aussi nulle. Mais on verra que pour notre cas, si on utilise par exemple une méthode numérique qui est la méthode des différences finies ou bien des éléments finis, cette condition serait suffisante pour l'élaboration de la solution. Ici, ce sont juste des simplifications, bien des normalisations. On essaie de normaliser les équations, mais ça c'est pas très important. On va essayer de passer ça parce que ça ne va que embrouiller vos idées. Donc on va passer sur cette histoire de normalisation. En résolvant le problème numériquement, en prenant l'équation différentielle et les conditions limites, c'est ce qu'on va avoir. On a résolu le problème numériquement, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, ce schéma, il représente la déflexion de la membrane. Je vais agrandir ici un peu pour que vous puissiez voir. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la contrainte, bien c'est à peu près la forme de la membrane lorsqu'on lui applique une pression donnée, P. Et on voit bien que la déflexion au bord, elle est nulle. Hein, parce qu'on a infligé ces conditions-là. On a dit que la déflexion au bord, elles sont nulles. Pourquoi? Parce que tout simplement, la membrane, elle est parfaitement encastrée. Elle est parfaitement encastrée, donc on ne peut pas avoir un déplacement de la matière dans les points d'encastrement, sinon l'encastrement se détacherait. Et on voit que tout naturellement, la déflexion elle est maximale au centre, parce que le centre c'est l'endroit le plus libre de la membrane. Donc la déflexion elle serait maximale au centre et minimale, elle serait minimale au point d'encastrement. Et on va utiliser
cette solution-là. Du coup, euh, la solution de la déflexion est maintenant connue. Ben, on cherche, on a dit, pression donne déflexion, bien déformation. La déformation va induire des contraintes. Ben, il faut connaître l'expression des contraintes en fonction des déformations. Nous avons la contrainte longitudinale, la contrainte transversale et la contrainte de cisaillement qui sont données eux aussi à travers des équations différentielles. Mais puisqu'on connaît la solution Wn, il serait très facile maintenant de connaître sigma 1, sigma 2, sigma 3. Et de la même manière, on va résoudre numériquement ces équations et on va pouvoir définir la répartition des contraintes. Ça, c'est la membrane et ça, c'est la répartition des contraintes. Et, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les contraintes, elles sont maximales au bord. Les contraintes, elles sont maximales au bord. Et c'est tout à fait naturel parce que la contrainte, c'est une force qui résiste à la déformation. La contrainte, c'est la force qui résiste à la déformation. Le centre de la membrane, il ne résiste pas beaucoup à la déformation, donc les contraintes induites seraient faibles. Mais au bord, ça c'est suivant la direction X, suivant cette direction-là, suivant cette direction, sigma X ou bien sigma 1, les contraintes elles sont maximales au bord parce que c'est au bord où on a le minimum de déformation. Imaginez un élastique que vous allez fixer un côté et vous tirez l'autre côté. Ben, là où il va y avoir un maximum de résistance, eh bien, c'est le point de fixation. Puisque la membrane elle est symétrique, la structure elle est symétrique, ben, suivant Y, on va avoir la même répartition des contraintes. Donc c'est important de connaître où les contraintes sont maximales parce que nous, on cherche à maximiser la sensibilité. Et si on veut maximiser la sensibilité, ben, il faut placer les piezorésistances là où la contrainte est maximale. Bon, laissez-moi un peu sortir mon tableau. Pour rappeler un peu les expressions. Ce qu'on a dit, on a dit que ce qu'on avait écrit, on avait écrit que on va utiliser on avait écrit que delta ρ sur ρ elle est égale à sigma qui sont les contraintes fois pi. Et pour que delta ρ sur ρ soit maximal, si nous avons des coefficients, on va dire pour le moment qui sont fixes, mais on a vu dans le précédent chapitre que pi peut dépendre de la température et peut dépendre du dopage. Ben, pour le moment, on va dire que pour un dopage donné, pour une température donnée, il est fixe. Ben, il faut avoir un sigma maximal parce que plus sigma est grande, plus delta ρ sur ρ elle est importante et plus le capteur serait sensible. Ça veut dire que pour une pression donnée, on a beaucoup plus de variations de résistance, et si on a beaucoup plus de variations de résistance, ben, le delta ou bien le V out, le VS, la tension de sortie, elle serait tout naturellement importante. Donc on cherche d'abord qualitativement où se situe
où se situent les contraintes maximales, bah, ils sont au bord. Ça veut dire qu'on aura intérêt à placer les piezo-jauges, hein, les piezo-résistances, proches des bords de la membrane pour les soumettre au maximum de contraintes. La contrainte de cisaillement, c'est la suivante, elle serait maximale au coin, mais sa valeur serait négligeable devant les contraintes de cisaillement et les contraintes pardon, devant une contrainte longitudinale et la contrainte transversale. Hein, suivant x, suivant y serait largement supérieure à la contrainte x, y. Hein, si on revient, là vous voyez c'est 0,004, ça c'est la valeur normalisée. Mais si on revient ici, ben c'est 0,5, c'est supérieur, c'est plus que 10 fois plus grand. Donc on verra ensuite que cette contrainte de cisaillement, son effet serait négligeable. Pourquoi? Parce que en même temps, on va voir le coefficient de piezo-résistivité qui va s'appliquer à la contrainte de cisaillement. Vous vous rappelez le chapitre précédent, le pi 44 serait très négligeable. Sa valeur serait proche du zéro, donc on va totalement négliger l'effet de cette contrainte de cisaillement. On gardera que sigma 1 et sigma 2, ou bien qui sont sigma x et sigma y. Donc là, c'est des expressions qu'on a trouvées numériquement, en extrapolant les résultats numériques, on a trouvé que la relation qu'il y a entre sigma et pi est la suivante. Elle est proportionnelle au carré de A sur H. Donc ça veut dire qu'elle est proportionnelle au carré de A, ou bien elle est proportionnelle à la surface. La contrainte, elle est inversement proportionnelle au carré de l'épaisseur. Et ce sigma bar, bah, c'est juste une constante qu'on a trouvée en extrapolant les résultats de P suivant, ou bien de sigma suivant P. Hein. Les résultats numériques, on a utilisé, c'est-à-dire on a fait varier A, on a gardé H constant, on a fait varier A, et on a fait varier P, et on a mesuré les sigma, et on a trouvé une courbe, et en extrapolant ça, P avec sigma à travers une extrapolation polynomiale, ben on a trouvé que ça dépendait, elle est proportionnelle à la surface et elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur. C'est tout à fait normal. Plus l'épaisseur est grande, moins la membrane se déforme, et puisque la déformation serait, ou bien l'habilité à la déformation serait petite, ben la contrainte aussi serait petite, et inversement proportionnelle, et vice versa. On a aussi essayé d'estimer la pression maximale d'utilisation en fonction des paramètres géométriques, et cette pression, ou bien cette expression, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une idée sur la gamme de mesure de ce capteur. Il serait important de dire ce capteur, il est capable de mesurer telle et telle pression. Au-delà d'une certaine pression, ben, les forces à l'intérieur du matériau seraient tellement grandes que ce matériau-là, il va perdre son élasticité. Ça veut dire que le capteur serait cassé. Hein. Imaginez un élastique que vous tirez, que vous lâchez, il revient à son état initial. Mais si vous tirez trop fort, vous dépassez la limite d'élasticité de cet élastique, ben, il va soit se casser, ou bien il va perdre son élasticité, il ne va pas revenir à son état initial. Et s'il perd son élasticité, ça veut dire que les déformations ne seront pas réversibles. Ça veut dire que ce capteur cessera de mesurer la pression, ou bien il va
tout le temps donner une mesure de pression alors qu'il n'y a pas de pression parce qu'il va rester tout le temps déformé. Donc c'est important de connaître la pression maximale et la pression maximale elle est proportionnelle à la contrainte de limite d'élasticité qui est connue pour chaque matériau. Si vous allez sur internet, vous cherchez limite d'élasticité d'un tel ou tel matériau, vous allez trouver une valeur donnée et à travers cette expression-là, vous pouvez mesurer ou bien évaluer la pression maximale qui serait supportée par ce matériau, bien sûr en fonction de ses paramètres géométriques qui sont l'épaisseur toujours et la surface. Et il faut choisir, une fois le Pmax est mesuré, il faut choisir une pression maximale d'utilisation, ça c'est la pression maximale de limite d'élasticité. Pardon, c'est la pression maximale de limite d'élasticité. Il ne faut pas aussi travailler très proche de cette valeur-là, parce que si on travaille très proche du bord, ou bien si on joue très proche des bords de la falaise, on risque de tomber. Ce qu'on va faire, on va dire que la pression maximale d'utilisation ne serait que la moitié de cette pression maximale. Là, c'est la limite d'élasticité, et là, c'est la pression maximale d'utilisation. Ça veut dire qu'on va essayer de jouer loin des limites d'élasticité pour garantir une plus grande durée de vie pour notre capteur. Plus on joue loin de la falaise, plus on est en sécurité. Mais si on joue très proche de la falaise, on risque de tomber dans le vide. Donc on va mettre ou bien imposer une marge de sécurité. Donc on va pas dépasser la moitié de la pression maximale qui est la limite de l'élasticité. C'est-à-dire on va toujours jouer très loin de la zone de risque. Bien sûr, il est important d'estimer la pression maximale en fonction des paramètres géométriques, en fonction de H et de A. On va essayer de prendre ça. On voit que plus H est grand, plus la pression maximale serait grande. C'est tout à fait normal. Une membrane fine, elle se déforme facilement, et si elle se déforme facilement, ça veut dire qu'elle risque de casser rapidement. Mais une membrane qui est épaisse se déforme plus difficilement, et sa limite d'élasticité serait plus importante. Pour le côté B ou A, peu importe, pour le côté, plus c'est grand, et bien moins la pression maximale est importante. Si vous prenez un barreau d'une petite longueur, il serait difficile à déformer et à casser, mais si vous prenez un bâton de plus long, sa déformation serait plus facile. C'est important d'élaborer ces relations-là, parce que dans la modélisation, on cherche à faire la conception d'un capteur suivant un cahier de charge, et on cherche toujours à avoir les meilleures caractéristiques du capteur, meilleure sensibilité, meilleure linéarité, meilleure humidité contre les effets de température et les effets et les grandeurs d'influence pour un meilleur prix et tout ça. Mais on va voir que ces caractéristiques-là vont souvent à l'encontre les uns des autres. Par exemple, si on veut maximiser la sensibilité, il faut avoir une épaisseur fine, mais si on a une épaisseur très fine de la membrane, ça veut dire que ce capteur ne va pas mesurer les pressions importantes. Si on veut augmenter dans la gamme de mesure, ça veut dire qu'on va perdre en sensibilité ou bien en linéarité, etc.
etc. Donc on cherche toujours à faire euh, une optimisation de ces caractéristiques et non pas une maximisation de ces caractéristiques parce que c'est impossible de faire une maximisation de toutes les caractéristiques du capteur. Ben, là, c'est juste le rapport de rectangularité. On va passer ça, c'est pas très important. Là, par contre, c'est important. Là, c'est l'effet de l'orientation cristallographique du cristal sur les paramètres mécaniques et physiques du matériau. Ben, le silicium est un matériau anisotrope. Ça veut dire quoi, anisotrope? Ça veut dire que si on mesure ses propriétés mécaniques ou bien électriques suivant différentes directions cristallographiques, ben, ces paramètres-là ne seraient pas identiques. Et ça, c'est bien, dans le sens où on va chercher, par exemple, un moyen ou bien la direction cristallographique qui va donner un module de Young qui serait très important. Vous vous rappelez le chapitre précédent, le facteur de jauge il était proportionnel au module de Young. C'est-à-dire si on cherche à avoir, bien si on arrive à obtenir un module de Young important, ça veut dire que le facteur de jauge aussi serait important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sensibilité du capteur serait importante. Et donc on va essayer de voir comment profiter de cette propriété d'anisotropie du silicium par exemple pour maximiser ou bien pour optimiser ses caractéristiques. Donc là on a tracé ici, je pense que ça c'est le module de Young. Oui, c'est le module de Young en voyant les valeurs. C'est bel et bien le module de Young. Là, c'est la direction cristallographique 1, 0, 0. Ça, c'est la direction cristallographique 1, 1, 0. On revient à 0, 1, 0 et moins 1, 1, 0. Ces directions qui sont en pointillés, elles sont toutes identiques, vu la symétrie de la maille du silicium. Et qui sont en gras ici, elles sont aussi identiques. Eh bien, on voit que la direction 1, 1, 0, c'est une direction qui donne un module de Young maximal, plus important que la direction 1, 0, 0. Pour l'histoire de ces directions cristallographiques, il faut revoir les cours de chimie ou bien de structure de matière sur la cristallographie. Bon, là, on a utilisé une matrice une matrice de rotation pour pouvoir mesurer ces paramètres en fonction des directions cristallographiques. Pour le coefficient de Poisson, il faut par contre qu'il soit négligeable. Ça veut dire quoi, coefficient de Poisson négligeable? Ça veut dire que les déformations suivant les autres directions sont négligeables devant la déformation suivant la direction principale, la direction de déformation. Donc, et ça tombe bien ici parce que là où le module de Young est maximal, le coefficient de Poisson va prendre une valeur minimale. Donc, jusqu'à présent, nous avons cette direction qui semble être favorite. Il n'y a pas que les paramètres mécaniques, il y a aussi les paramètres physiques, ou bien les paramètres piezo-résistifs. Et bien même les coefficients de piezo-résistivité, les pi 11, pi 12 et pi 44, ils dépendent de la direction cristallographique. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça, c'est pour un silicium de type N. On voit que notre direction favorite là, elle ne présente pas de bonnes propriétés piezo-résistives parce que la majorité des coefficients sont soit
nulle ou bien leur valeur elle est très négligeable. Mais là, nous sommes dans un silicium de type N. Donc on va essayer de faire la même chose, mais avec un silicium de type P. Ça, c'est le silicium de type P. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre direction favorite, hein, elle donne les P11 et les P12 maximales. Et le P16 ici, c'est le P44. Hein, c'est juste un changement de notation. Il est presque nul. Mais ici, au moins, nous avons deux coefficients qui sont maximales. Le troisième, son effet même en termes de contrainte serait négligeable. Donc, on est bel et bien dans une direction qui favorise une optimisation de la sensibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un capteur assez sensible, ben, on va le doper avec des atomes accepteurs pour avoir un silicium de type P. Ça veut dire que le piézo-jauge, bien les jauges micro-diffusées, ça va être des jauges de type P. On va faire un dopage avec des accepteurs dans ces zones-là pour avoir des micro-résistances de type P. Ça va être un silicium de type P. Là, c'est juste le bilan mécanique qui nous dit que la déflexion est maximale au centre de la membrane, les contraintes sont maximales au bord, et on a tiré la relation donc ce sont des relations analytiques tirées du modèle numérique. Ça veut dire on sait où sont les contraintes maximales et on sait aussi les mesurer exactement. La valeur de la pression maximale, elle est connue, Pmax, et la meilleure direction cristallographique est identifiée. Donc ça, c'est le bilan mécanique. Ça veut dire que on sait là où sont le maximum de contraintes, on sait mesurer leur valeur en fonction de A, en fonction de H et de P. On connaît la gamme de mesure de notre capteur et on a identifié la direction cristallographique qui donne un maximum de sensibilité. Ça, c'est pour la partie mécanique. Et je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Et la partie thermique et électrique, elle va suivre juste après.